Je vais vous présenter l'examen clinique en neurologie centrale. Alors, les prérequis pour suivre cette capsule sont les tests neurologiques centraux qu'il faudra mettre en lien donc avec les autres capsules que vous pouvez lire ci-dessous. L'objectif sera de mettre en place la démarche de l'examen clinique en neurologie centrale dans un contexte de diagnostic d'opportunité ostéopathique. Alors, quelques généralités. Dans certains cas, en fonction du contexte, du motif de consultation, des éléments recueillis au cours de l'anamnèse, vous serez amené à rechercher des signes et des symptômes éventuellement révélateurs d'atteinte organique neurologique centrale. Alors vous devrez donc réaliser un examen neurologique. Alors, il ne s'agit pas pour vous de réaliser un diagnostic, mais de réaliser son diagnostic d'opportunité. Suite à cet examen, en fonction des résultats, vous prendrez la décision de réaliser ou non cette consultation ostéopathique et vous orienterez peut-être votre patient vers son médecin traitant pour sa sécurité. Alors cet examen pourra être réalisé par vous pour des patients qui viennent vous consulter en première intention et qui présentent des symptômes et des signes divers comme des troubles de l'équilibre, des chutes à répétition, des troubles de la marche, des vertiges, des troubles de la sensibilité, des céphalées, des troubles de la coordination motrice. Alors qu'est-ce qu'on appelle une perturbation d'un mouvement volontaire? Alors, l'ataxie, pour donner quelques rappels, il faut savoir qu'étymologiquement, c'est d'une absence d'ordre. L'ataxie, est une pathologie neuromusculaire qui correspond à un défaut de coordination sans altération de la force musculaire. On distingue l'ataxie locomotrice, qui se traduit par un trouble de la marche, l'ataxie statique, qui se traduit par un trouble du maintien de la position debout, et l'ataxie cinétique, qui se traduit par un trouble de la coordination du geste volontaire. Dans le syndrome cérébelleux, on retrouve une ataxie locomotrice, une ataxie statique et une ataxie cinétique non aggravée par la fermeture des yeux. Dans le syndrome vestibulaire, on retrouve une ataxie locomotrice et statique, mais pas d'ataxie cinétique déclenchée et aggravée par l'occlusion des yeux. Dans le syndrome sensitif, on retrouve une ataxie statique, une ataxie locomotrice, déclenchée et aggravée par l'occlusion des yeux. Maintenant, parlons un peu de déficit moteur. Alors, on parle de déficit quand on a une paralysie ou une parésie. Un patient porteur d'hémiparésie aura des difficultés à exécuter un geste volontaire sans qu'il s'agisse d'ataxie. Pour l'apraxie, alors les séquences gestuelles sont correctement coordonnées, mais ne peuvent s'associer dans le but qui est choisi. L'examen de la marche. Alors, par le nombre de systèmes neurologiques et non neurologiques d'ailleurs qu'elle mobilise, l'étude de la marche est très informative. Une marche normale implique l'intégrité du lobe frontal, des cortex sensorimoteurs primaires, des voies visuelles, des noyaux gris centraux, du cervelet, des structures vestibulaires, des grandes voies motrices et sensitives et des structures neuromusculaires. On va examiner la vitesse, l'amplitude et la régularité du pas, l'orientation, est-ce que c'est rectiligne ou non, parfois en ayant recours d'ailleurs à une ligne droite au niveau du sol. On va voir si le demi-tour est harmonieux ou décomposé, s'il y a un ballon automatique des bras. Voilà, donc l'idée quand même c'est qu'une marche sur ligne droite sensibilisera quand même l'examen. La marche sur les talons, elle va tester la motricité des loges antérolatérales des jambes, tandis que la marche sur la pointe des pieds teste la force des muscles de la loge postérieure de la jambe. Alors, abordons maintenant quelques repères des troubles de la marche. Alors, les troubles de la marche par ataxie, on l'a vu, une absence d'ordre, on la retrouvera dans la marche cérébelleuse, avec cette ataxie qui sera locomotrice. On pourra avoir la marche aussi par ataxie vestibulaire ou la marche par ataxie proprioceptive. Chez l'hémiplégique, on aura une marche qui sera en faux champ, liée à la spasticité du muscle triceps, tandis que chez les parkinsoniens, on aura plutôt une marche qui sera à petits pas. L'examen de la station debout. Alors, comme la marche, la station debout mobilise plusieurs systèmes, entre autres le système cortico-spinal, cérébelleux, vestibulaire, sensitif profond, proprioceptif. On demande aux patients de se tenir debout, les pieds joints, l'un contre l'autre, les bras tendus donc à l'horizontale, les yeux ouverts puis fermés. On observe les oscillations antéro-postérieures,
les déviations latéralisées ou les mouvements des tendons des muscles tibiales antérieurs, ce qu'on appelle la danse des tendons. Normalement, il ne devrait pas bouger. Alors, il est utile, notamment chez la personne âgée, de tester l'appui monopodal. Voilà. Et donc, il faut en noter la durée si possible. Et on va pouvoir aussi réaliser des résistances aux poussées antéro-postérieures ou latérales. Alors, dans la station debout, on va pouvoir voir aussi donc, des troubles qu'on va considérer comme une ataxie statique qui sera cérébelleuse, labyrinthique ou vestibulaire, ou une ataxie donc sensitive par atteinte des voies proprioceptives conscientes. Alors, l'examen du tonus musculaire. On évalue la résistance passive des différents segments de membres à vitesse moyenne, puis à grande vitesse. On étudie le ballon des articulations distales, cheville et poignet. On empoigne le segment proximal et on lui imprime des mouvements qui seront alternatifs. Alors, quelques repères, donc l'hypertonie du syndrome pyramidal, donc en cas de lésion aiguë des voies corticospinales, faisceau-pyramidal, elle apparaît quelques semaines après la phase hypotonique, on aura une hypertonie dite spastique. Donc elle va s'accentuer à l'action, elle n'apparaît par exemple qu'après un certain temps de marche, et elle s'accentue avec l'angle et la vitesse d'étirement. Elle cède comme une lame de canif, voilà, et peut parfois être douloureuse. L'hypertonie extra-pyramidale du syndrome parkinsonien, donc on va parler d'hypertonie plastique. C'est une résistance au mouvement passif imposée aux membres par l'examinateur. Donc ensuite, on va pouvoir rechercher les réflexes. Les réflexes ostéotendineux peuvent être vifs, polycinétiques, diffusés, cloniques, dans une atteinte pyramidale. Ils peuvent être pendulaires, comme dans l'hypotonie cérébelleuse, et on peut avoir une inversion du réflexe cutanéo-plantaire, ce qu'on appelle classiquement le signe de Babinski, participe donc à la sémiologie pyramidale. Alors l'examen de la coordination motrice. Aux membres supérieurs, on va demander au sujet de mettre le bout de son index, donc sur le bout du nez, ou alors sur les lobes d'oreille, et de partir donc avec un mouvement de très loin, voilà, de très loin, et de venir le plus vite possible jusqu'à la cible, voilà. Et si possible, les yeux fermés. Au membre inférieur, on va demander au sujet allongé de mettre son talon d'un côté sur le genou et de l'autre, le plus vite possible, puis de descendre le long de la crête tibiale. L'examen de la sensibilité. Alors, on va voir un examen qui va être de la sensibilité lemniscale, épicritique, ou alors un examen de la sensibilité dite spinothalamique. L'examen de la force musculaire. Donc là, il s'agira de mettre son patient en situation d'effectuer des séquences motrices. Classiquement, les neurologues utilisent l'épreuve de Mangazzini, la manœuvre de Barré ou l'épreuve des bras tendus. Donc il convient d'attendre toujours 10 à 20 secondes avant de conclure quant à l'absence de déficit lors de ces manœuvres.